Monsieur Brodeur est représentant de la prévention et il travaille pour la CSN. Et nous allons le laisser discuter de sa vision concernant les équipements de protection respiratoire pour le milieu préhospitalier. Merci, Monsieur Brodeur. Vous pouvez y aller. Bonjour. Pour M. Vaniep, j'ai finalement réussi à faire fonctionner la présentation. Donc, oui, merci. Merci. Donc, effectivement, je vous remercie de l'invitation, premièrement, d'avoir la chance de vous entretenir un petit peu sur la réalité puis sur les façons que nous, on a mis en place dans le milieu préhospitalier. Pour bien expliquer aux gens, le milieu préhospitalier, en fait, c'est les services d'ambulance. C'est un petit peu, c'est le milieu dans lequel on travaille. Pour faire un peu comprendre, nous, notre philosophie ou de la manière dont on applique les protections, il faut comprendre que le milieu hospitalier, c'est un petit peu un hybride là, entre le milieu hospitalier puis les services d'urgence plus classiques, là, comme les services d'incendie, les services de police. Donc, nos philosophies de protection sont un petit peu également un hybride entre tout ça, là, au sens où on est influencé d'un côté par nos collègues policiers, pompiers, qui sont très, très, très axés sur un niveau de sécurité assez élevé, là. Un policier qui passe chez vous pour prendre un simple rapport administratif ne va pas laisser son arme de service ou sa veste pare-balles dans la voiture, là. Il va la porter en tout temps puisqu'il a un pompier qui débarque chez vous pour un feu de friture. Il va avoir son équipement de protection complet avec sa protection respiratoire de niveau 10 000, même si au final, il va probablement déposer un couvercle là, sur le chaudron de votre friteuse puis la laisser s'éteindre. Donc c'est un milieu-là, une fois qu'on a l'équipement de protection, on ne se gêne pas de le porter. Puis à l'autre extrême de notre spectre d'hybride qui nous compose, on a le milieu hospitalier que je comparais plus à des équilibristes, à des funambules. Là. Donc, un milieu qui cherche à bien comprendre, à bien maîtriser, à essayer de tout connaître pour pouvoir avoir le moins de contraintes possibles liées à l'équipement de protection. Hein. On marche sur une fine ligne, on débat constamment, c'est-tu gouttelette, c'est-tu aérien, on n'est pas sûr, c'est-tu 2 mètres, oui, non. Donc, on est un peu en mélange de tout ça. Dans le milieu préhospitalier, évidemment, il y a une grande partie de notre travail qui est des soins, mais une grande partie de notre travail aussi qui est la gestion de scène, la gestion de risque, la gestion d'événements. Donc, le principe de précaution s'applique quand même pas mal tout le temps dans notre milieu. Pour vous faire peut-être un petit peu plus comprendre là, la dualité, dans le fond, du milieu, là, service d'urgence versus hospitalier, où est-ce qu'on travaille, je vous ramènerai un petit peu à l'époque de la crise Ebola. Évidemment, on n'a pas eu de patients confirmés, concrets au Québec, mais les services d'urgence, nous, on était prêts et on a fait des transports de suspectés d'Ebola. Puis de façon tout naturelle, les premiers patients Ebola auxquels on a été fait face, les intervenants des services préhospitaliers d'urgence, nous, on a porté nos équipements de protection complets, comme un événement hazmat, comme si je faisais un appel à un acte terrorisme avec du sarin ou un déversement de matières dangereuses. Nous, c'est la totale. C'est un risque biologique. L'équipement est dans le camion, on l'a, on s'entraîne avec, on le porte. Vous comprendrez, quand on arrivait à l'hôpital puis qu'on se faisait accueillir avec des gens qui avaient un masque chirurgical, une paire de lunettes ou un masque N95 dans les meilleurs cas, il y avait un certain clash au sens où, clairement, notre équipement était overkill. Là. Je pense que ça, c'est correct, on le reconnaît, mais c'est ce qu'on avait à notre disposition. Puis à l'inverse, le milieu hospitalier, lui, ce qu'il avait à sa disposition, c'est un équipement plus limité. Donc, on a toujours eu un petit peu cette dualité-là. Je vous dirais qu'au final, pour éviter de créer trop de crainte dans le milieu hospitalier, on nous a fortement demandé de ne plus utiliser nos équipements de protection de haut niveau pour l'Ebola. Donc, on a dû abaisser notre niveau de protection, évidemment, pour une certaine cohésion dans le milieu. Par contre, puis c'est un peu là où je veux vous emmener dans ma réflexion aujourd'hui, c'est que lorsqu'on choisit l'APR qu'on va utiliser, oui, effectivement, la protection à proprement parler est importante. Hein? Est-ce que j'ai besoin d'un niveau X, Y, Z de protection? C'est un élément important dans l'équation. Par contre, l'élément que je considère qu'on a parfois tendance à oublier, c'est aussi les réalités propres à la tâche de travail. Encore un petit parallèle là, qui est très, très dans mon monde de paramédic, mais vous allez comprendre le principe derrière ça. Là. Dans le cas précis de la COVID, on sait qu'une petite blouse pratiquement en papier jetable, une petite blouse très, très légère, jetable, offre le bon niveau de protection contre la COVID. Hein? Une petite gouttelette qui se dépose sur le vêtement, on gère la blouse, on la jette, on vient de contrôler le risque propre à l'agent infectieux.
quand cette petite blouse jetable-là, je la fais porter par un paramédic de 250 livres qui travaille dehors à la pluie, en manipulant des patients, manipulant des charges, en s'accrochant dans des barres d'escalier, on comprend qu'à la fin de l'intervention, il n'y a même plus de blouse sur le dos. Là. Il y a des lambeaux de tissu tout déchirés, tout est mouillé. Donc, même si le niveau de protection était le bas, la réalité liée à la tâche n'est pas toujours prise, ou on a tendance à la négliger. Donc, les besoins intrinsèques de la tâche sont là. J'ai une petite vidéo là, pour nous le faire réaliser. On a ici un paramédic avec une blouse imperméable, là, parce que dans notre cas, on travaille beaucoup avec des blouses imperméables, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va devoir manipuler corps à corps un patient. Donc, un patient qui aurait de la sueur, des liquides biologiques sur lui, ou peu importe, là, bien, évidemment, si j'ai une manipulation corps à corps, bien, les chances que les fluides traversent les équipements plus de base là, sont élevées. Fait que nous, on travaille avec l'équipement imperméable, travailleur avec un masque élastomère qu'on utilise nous à Montréal depuis la fin du mois de mars, début avril. Puis la protection visage. Donc, je vous décolle le petit vidéo, vous allez voir assez vite l'erreur. Donc, clairement, la protection était la bonne pour le risque, mais est-ce qu'elle était appropriée à la tâche? Bien, clairement, on voit que non. Fait que je pense que ça illustre un petit peu ce qu'on doit tenir compte dans le choix d'un APR. On a parlé aussi un petit peu plus tôt, là, les autres présentateurs ont quand même placé la table, je les en remercie. On a quand même des contraintes liées à certains équipements, puis il faut en tenir compte. Hein. On parlait des irritations, des lésions cutanées au niveau du visage, là, liées entre autres au masque élastomère. Bien, ces lésions-là, ça dépasse le stade du simple confort. Là. Quand je crée une brèche dans la peau, je me crée une voie d'entrée, parce que la peau est notre première barrière contre les infections. Fait que oui, l'appel que je vais aller faire est peut-être un appel lié à la COVID. Là. Bon, on serait peut-être étonné, mais de ce que j'en comprends, la COVID ne se transmet pas directement par une lésion cutanée. Mais je n'ai jamais de certitude que c'est à la COVID que je vais me confronter. Donc, approcher une intervention en me créant des lésions cutanées liées à mes APR, ce n'est pas nécessairement des contextes qui sont nécessairement une bonne idée. Là. Autre chose aussi qu'il faut bon, c'est une conférence sur les appareils de protection respiratoire, mais je pense qu'il faut tenir en compte aussi la superposition des différents APR. Parce que oui, j'ai un masque dans le visage, mais j'ai parfois un capuchon ou un couvre-cheveux. Je vais avoir des lunettes de protection. Je vais avoir une visière complète là, pour éviter de me faire éclabousser mes cartouches. Parce qu'évidemment, si on veut réutiliser nos cartouches, on doit les protéger un petit peu. Donc, l'interrelation de toutes ces EPI-là, je pense, doivent être prises en considération si on veut regarder des solutions viables au niveau du futur. Dans le contexte aussi préhospitalier que nous, on vit, bien, la réalité du secteur préhospitalier, c'est que je me ramasse à peu près toujours dans un contexte où le contaminant est inconnu. Quand je fais une intervention chez une personne malade, bien oui, en ce moment, c'est la COVID qui est à la mode, là, vous me direz, mais la rougeole existe toujours, la tuberculose existe toujours. À la fin mars, en pleine pandémie de la COVID, on a une équipe qui a fait une intervention pour un patient potentiellement Ebola qui revenait de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça demeure que les autres risques sont toujours existants. Donc, pour nous, le contaminant est inconnu. Il y a des débats là, dans les milieux de santé au niveau de la concentration aérosol, gouttelettes, aérien. Mais tu sais, dans notre contexte à nous, bien, la concentration aussi du contaminant biologique est inconnue parce que la personne chez elle, dans une pièce fermée, avec essentiellement aucune ventilation, ne gère pas ces contaminants. Tous les concepts de hiérarchie des moyens de contrôle, des risques aériens, des risques de contamination dans l'air, bien, nous, dans le milieu préhospitalier, ce n'est pas quelque chose auquel on a vraiment accès parce qu'évidemment, les lieux où on intervient, ce n'est pas des milieux de travail qui sont encadrés. Les CHSLD le sont, là, évidemment, mais reste qu'avec leurs presque 2 changements d'air à l'heure, c'est pratiquement des espaces confinés, c'est au sens de la norme CSA. Là. Donc, notre milieu de travail, nous, on se ramasse souvent dans des situations, là, donc je disais, de contamination, contaminant inconnu, concentration inconnue, niveau d'exposition sécuritaire inconnu. La question qu'on se pose depuis un petit bout, puis je vous la pose aussi, est-ce que même le N95 est suffisant? Puis bon, je dis N95, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le facteur de protection 10 est suffisant? Parce que si on applique les outils de sélection de l'IRSST, si on applique la norme CSA en fonction des risques là, qui sont présents, bien, on se rend compte que peut-être même que le N95 n'est pas suffisant pour ce qu'on aurait à faire.
Quand on met ensemble ces deux concepts-là, bien, depuis le début de la pandémie, puis même avant, chez nous, on s'est dit, on va passer au niveau suivant. On ne prendra pas de chance. Nous, ça fait depuis le mois de février qu'on s'est commandé des masques élastomères, là, comme nos collègues ont présenté ce matin. Particularité, le nôtre n'est pas un masque silicone, c'est un élastomère, donc c'est la série 6000 de 3M. Là. Donc, c'est un masque qui est plus monopièce, là, excluant les filtres et les valves, évidemment. Donc, c'est un masque qu'on n'a pas besoin de démonter pour nettoyer. Nous, ça a été une distribution directe. Là. Chaque travailleur a un masque et après chaque intervention, le travailleur fait une séquence complète là, de nettoyage, désinfection, rinçage, séchage du masque pour la prochaine utilisation. On utilise là, les procédés là, à la fois de 3M puis de l'IRSST, qui sont quand même les bonnes références pour ça, pour notre séquence de décontamination. Donc là où je veux emmener peut-être le réseau de la santé ou les différents hygiénistes à réfléchir, c'est est-ce qu'on aurait des opportunités dans des équipements plus élevés, comme on a vu ce matin, là, des différents types de PAPR, qui nous permettraient peut-être de ne pas porter 3-4 EPI en même temps, parce qu'on le sait, hein, plus on porte de PI, plus on retire de PI, plus on a des chances de se contaminer. Fait que le fait de porter 4 PI, bien, ça implique de devoir enlever 4 PI. Une partie faciale complète qui me permet de faire la fusion de 3 équipements de protection, bien, une fois que je l'ai retiré, que je l'ai décontaminé, que je me suis lavé les mains, le risque de me recontaminer est beaucoup plus faible que de devoir gérer plusieurs EPI. Donc, pour le futur, je pense que la réflexion à avoir, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'on devrait aller plus haut vers le niveau de protection? Dans le milieu de la santé, c'est un sujet qui a toujours été un petit peu tabou parce que pour nous, le contact patient est excessivement important. Hein, c'est important de pouvoir entendre, parler, voir le contact les yeux dans les yeux avec le patient, que le patient puisse décoder nos émotions. Tout ça fait partie de la relation d'aide. Parce que oui, il y a un contexte très médicalisé, mais le contact humain avec une personne en détresse, c'est quelque chose d'archi important. On a toujours été un petit peu sur les breaks. Là. On a toujours été un petit peu craintif de monter le niveau d'APR parce qu'on a l'impression que ça va briser un petit peu la qualité de ce contact patient-là. Pour vous faire réfléchir, j'ai quelques petites photos là, qui suivent. Bon, une photo prise sur le web, j'espère que personne ne m'en voudra. On a ici l'équipement classique là, qui est porté par différents intervenants, donc une unité de protection, une visière anti-éclaboussure, un masque N95 dans ce cas-ci. Pensez contact patient. Essayez d'avoir la perception, si cette personne-là arrivait chez vous, là, quelle partie de la communication non verbale on peut voir chez cet intervenant-là. Hein, des protections très classiques qu'on voit en milieu préhospitalier. Puis évidemment, bien, on sait que ça finit souvent comme ça, hein, surtout avec les chaleurs de ce temps-ci. Puis bon, probablement qu'en milieu hospitalier aussi, là, vous n'êtes pas épargné par la chaleur, mais quand on se met à travailler à l'extérieur puis qu'on transpire dans nos EPI, bien, on se ramasse souvent comme ça. Je pense que le contact patient, là, il n'y a pas de grand débat à faire là, sur la qualité du contact patient. Puis je vous emmène une autre réflexion aussi. Imaginez avec ça dans le visage que je dois administrer un médicament. Là. Je dois lire une date de péremption, une concentration validée, là, que c'est bon, le bon dosage, le bon produit et compagnie. Je dois charger une dose très précise. Évidemment, la tâche même de travail devient problématique. Pourtant, c'est un équipement de protection qui est très de base, très classique. Imaginez-vous devoir descendre dans les escaliers avec un patient là, sur une chaise, puis la vision que vous avez, c'est celle-là. Là. On s'entend que les chances de tomber dans les marches sont assez élevées. On parlait ce matin d'équipements de protection un petit peu plus élevés. Il y a certains endroits, certaines équipes qui en ont fait le choix. Là. Ça, je pense que c'est un PAPR assez classique là, qu'on voit. Je pense qu'au niveau du contact patient, la vision, les émotions, le non-verbal, je pense que c'est un équipement qui est peut-être overkill, là, un niveau de protection 1000 possiblement. Par contre, ma visière est présente. Je ne la perdrai pas au vent. Ma protection respiratoire est là. J'ai un flot d'air constant dans le visage qui fait que quand il fait 30 à l'extérieur, c'est déjà plus confortable. Là. Bon, je comprends qu'évidemment, que l'air qu'on va m'insuffler, elle va être quand même chaude, mais c'est plus confortable qu'être dans un masque en pression négative. Bon, un modèle parmi d'autres, mais on voit évidemment celui-là, il y a une protection pour les oreilles, là, mais une protection qui pourrait assez facilement être retirée. Donc, on comprend que ce masque-là, malgré la crainte qu'on a, je ne suis pas certain qu'elle entrave les soins. Puis le gros avantage d'un équipement comme ça, puis bon, vous me corrigerez, vous êtes plus spécialiste que moi, mais
C'est un équipement qui peut être collectif, qui est lavable. Le kit de filtration, je pense que c'est bon plusieurs mois sans avoir à faire de changement de filtre dans notre contexte à nous, parce qu'évidemment, il ne sera pas colmaté là, par de la poussière ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'on a intérêt à envisager, réfléchir à des choses comme ça. Je vous dirais que nous, depuis qu'on a déployé ça là, à la Corporation d'urgence santé à Montréal, bien, pas ça, mais je veux dire un élastomère, là, des équipements réutilisables, au lieu de jeter 3 N95 800 fois par jour, parce que ça nous prend 3 masques N95 quand tout va bien sur un appel, et on fait 800 appels par jour, bien, on se ramasse à avoir équipé 1000 travailleurs de masques élastomères, là, de demi-masques faciales avec des cartouches. Puis une paire de cartouches est bonne pratiquement un mois et demi. Fait que la pression aussi sur les ressources. Fait que des fois, même juste de se demander, là, est-ce que le fait de la facilité d'approvisionnement ne devrait pas juste en soi être un motif qui justifie de peut-être rehausser l'équipement sans nécessairement qu'on ait vraiment besoin de rehausser le niveau de protection. C'est ce qui conclut un petit peu ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci énormément, M. Brodeur. Une présentation vraiment appréciée, basée sur le pratico-pratique. Je me permets juste d'ajouter un petit quelque chose. Est-ce que vous savez au Québec combien le gouvernement du Québec a dépensé en N95 de la milieu du mois de mars au milieu du mois d'avril? 1,6 milliard de dollars. Ça a été le coût d'approvisionnement en N95 au Québec pendant à peu près un mois, un peu plus qu'un mois.